Bonsoir, mesdames et messieurs. Ravi de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur à l'heure du grand débat. Le grand débat d'aujourd'hui porte sur la gestion des salaires par les fonctionnaires. Quelle approche pour réussir leur carrière? Deux invités sur ce plateau pour éclairer notre lanterne. Monsieur Maurice Podanho, enseignant et inspecteur de l'enseignement secondaire. Il porte aussi la casquette d'ancien directeur départemental des enseignements secondaires de la formation technique et professionnelle de l'Atlantique. Monsieur Maurice Podanho, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Devant lui, c'est monsieur Damien D'Almeida. Il est enseignant et économiste gestionnaire à l'université d'Abomey-Calavi. Monsieur Damien D'Almeida, bonsoir. Bonsoir, journaliste. Alors, je vous souhaite à vous deux bienvenue dans le grand débat. Merci infiniment, monsieur le journaliste. Oui. Première question pour vous, monsieur Damien D'Almeida. Vous êtes gestionnaire économiste. Et quelle définition peut-on avoir du mot salaire? Le salaire, quelle définition on peut tirer de ce mot-là? Merci, monsieur le journaliste. Alors, le salaire peut prendre plusieurs définitions. D'abord, lorsqu'on parle du salaire, c'est la somme d'argent versée par un employeur donc en contrepartie d'un travail. Donc, c'est la rémunération en contrepartie du travail fourni auprès donc d'un employeur. Et le salaire déterminé par les chefs d'entreprise, il est égal à ce que nous appelons en économie la productivité marginale donc, du travail. Alors, le salaire peut prendre deux volets. Il y a d'abord le salaire brut, qui est égal au salaire de base auquel on ajoute les heures supplémentaires et les primes afférents. Il y a également donc le salaire net, qui est le salaire brut moins les cotisations. Les cotisations sont de deux formes. Il y a deux types de cotisations. Les cotisations sociales, n'est-ce pas, donc à la charge du salarié lui-même. Il y a les charges et cotisations sociales, n'est-ce pas, donc supportées par l'employeur. C'est ça que nous appelons donc le salaire indirect. Donc, de façon empirique, les salaires sont fixés en fonction, n'est-ce pas, donc des conventions collectives. Les salaires varient en fonction donc d'un certain nombre de critères. Il y a d'abord les catégories socio-professionnelles, il y a la qualification ou la formation, il y a aussi l'ancienneté, la taille donc de l'entreprise, il y a aussi donc le secteur d'activité. Voilà de façon générale ce qu'on peut entendre par salaire. Bon, merci beaucoup. Monsieur Maurice Podanho, c'est vrai, vous êtes enseignant, mais vous êtes à la retraite. Oui. Depuis quand? Merci, monsieur le journaliste. J'ai été admis à faire valoir mes droits à la retraite depuis le 1er octobre 2019. Alors, vous êtes sur ce plateau pour partager avec les téléspectateurs vos 30 années d'expérience de gestion de votre salaire. Alors, dites aux téléspectateurs, quand vous receviez votre salaire, quelles sont les dépenses incompressibles que vous dégagez tout de suite? D'accord, merci bien. Alors, un salarié, c'est quelqu'un qui reçoit à la fin du mois de travail un revenu qui est appelé salaire. Et ce salaire, c'est pour faire face aux différentes charges du fonctionnaire. Et parmi ces charges, évidemment, il y en a qui sont incompressibles. Maintenant, les charges incompressibles vont varier d'un individu à un autre. Tout dépend des conditions. Celui qui est envoyé quelque part à un poste de travail, éloigné de là où il était, au moment où il était étudiant et à la charge de ses parents, est tenu de prendre un logement. Et qui dit logement dit location. Location, il faut payer le loyer. Il faut payer le loyer, ça c'est incompressible. Et ce qui va avec ce logement pris en location, évidemment, ce sont les frais d'électricité et d'eau. Et ça, c'est incompressible. Ce qui est également incompressible avant même le logement, c'est ce qu'il faut manger.
Tout à fait. Et ça également, il faudrait que dans le salaire, le fonctionnaire s'organise pour s'assurer sa nourriture jusqu'à ce qu'il puisse toucher un autre salaire le mois suivant. Voilà et ce que je peux appeler dépenses incompressibles. On peut ajouter à cela le déplacement que le fonctionnaire doit effectuer toute la semaine. Vous voulez parler de l'achat de carburant, entretien? Mais c'est ça. Et non, même s'il n'achète pas de carburant, supposons que le premier jour, qu'il prenne service sans avoir un moyen de déplacement propre à lui. Okay. Il va falloir qu'il aille quand même au service. Tout à fait. S'il choisit d'y aller à pied, bon, là, il n'y a pas de dépense à part l'effort physique. Mais s'il doit prendre un taxi, n'importe quel taxi, il faut qu'il paye. Tout à fait. S'il avait un moyen de déplacement, celui qu'il avait au moment où il faisait ses études universitaires ou autres, il va falloir acheter le carburant, effectivement. Il va falloir entretenir ce moyen de déplacement et ça également doit être ajouté aux dépenses incompressibles. Merci beaucoup, Monsieur Maurice Podanho. Monsieur Damien Dalmeda, les lignes de dépenses suisses évoquées par votre vis-à-vis tout à l'heure, est-ce que ces lignes-là varient d'une catégorie de fonctionnaires à une autre? Tout à fait. Nous avons les cadres moyens, nous avons les cadres excessifs. De toutes les façons, tout agent économique, tout fonctionnaire éprouve donc des besoins. Et c'est le salaire qui lui permet donc de satisfaire un certain nombre de besoins. Nous avons les besoins qui sont appelés les besoins primaires, qui sont physiologiques, dont la non-satisfaction peut mettre la vie humaine en danger. Donc, se nourrir, se vêtir, se soigner sont des besoins fondamentaux. Donc, le salaire permet au moins de satisfaire ces besoins-là. Vous parliez tout à l'heure de besoins fondamentaux, oui. Donc c'est indispensable. Ce sont des besoins indispensables à la survie. Oui, par rapport à ces besoins, M. Maurice Podanho, quelles sont les attitudes que les fonctionnaires n'ayant pas totalisé, par exemple, 10 ans d'ancienneté, quelles sont ces attitudes-là que ces fonctionnaires doivent-ils adopter pour mieux gérer leur rémunération mensuelle? Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je voudrais faire remarquer à celui qui est sur le plateau en tant qu'économiste que, quelle que soit la catégorie à laquelle l'agent appartient, les dépenses sont les mêmes. Bon, parce qu'il semblait dire que les dépenses vont varier d'une catégorie à une autre. Les besoins étant les mêmes, les dépenses en question seront faites seulement selon le niveau de revenu de chacun. Celui qui a un salaire de 100 000 n'ira pas prendre un logement de 50 000, par exemple. Bon, alors maintenant, pour revenir à votre question, les attitudes à avoir dès les 10 premières années, certaines questions doivent être la préoccupation du fonctionnaire. C'est dès le début que le fonctionnaire doit se mettre en tête que s'il veut bien gérer sa carrière du point de vue de son salaire, il doit commencer par faire de l'épargne. Il faut qu'il ait des projets à lui, pour la famille qu'il va fonder. Il faut que, par rapport à ces projets, il épargne de l'argent. Et ça, là, c'est sans attendre. Il n'y a pas un moment où le fonctionnaire va épargner de l'argent. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il va passer son temps à faire la belle vie. Et c'est quand il serait dans sa 11e année, ce n'est pas possible. C'est dès le premier mois qu'il doit savoir que dans son salaire, il doit retenir une partie. Et la partie en question que moi je conseille, c'est ce que les institutions financières retiennent au cas où on s'adresse à elles, c'est-à-dire le tiers au moins du salaire, qu'il doit mettre de côté pour pouvoir réaliser ses projets. Et pour pouvoir réussir la réalisation de ces projets, il va falloir qu'il planifie. Je commence par tel d'abord. Par exemple, si pour lui, avoir un moyen de déplacement est primordial, il fait le projet de s'offrir
ce moyen de déplacement, si ce qui est important à ses yeux, c'est avoir une parcelle, puis avoir une maison, n'est-ce pas? Eh bien, il va falloir que également il fasse l'effort nécessaire, épargne de l'argent pour pouvoir aller dans ce sens. Ça, c'est ce qu'on appelle effort personnel. Maintenant, il pourrait parfaitement, dès le début, s'il a un contrat à durée indéterminée, et il peut se prévaloir de ça, s'adresser à une institution financière, une banque, pour obtenir un prêt dès le début de sa carrière afin de se discipliner. Parce que l'avantage, c'est que si vous vous engagez avec une banque, ça va vous dispenser du gaspillage de votre salaire. Je reste avec vous, M. Maurice Paudanho. Tout à l'heure, vous faites allusion à l'achat de moyens de déplacement. Un fonctionnaire qui commence et qui n'a pas encore 10 ans, est-ce que ce fonctionnaire-là peut s'acheter, par exemple, une voiture, louer une belle maison, un bel appartement, et puis dans quel fonds il peut encore gérer les enfants? Voilà, oui. Et évidemment, c'est là que la question des catégories est importante. Okay. Cela dépend. Vous savez, il y a des institutions dans ce pays où ne pas avoir une voiture est un problème. Et évidemment, dans ces institutions, on met les moyens à votre disposition pour que vous puissiez avoir une voiture. Donc, on ne peut pas dire tout de go qu'il faut éviter que l'intéressé s'achète une voiture, alors que peut-être là où il est tenu d'avoir une voiture. Mais chacun va agir, se comporter selon son revenu. Si vous avez un revenu qui vous autorise à avoir une voiture parce que vous appartenez à une catégorie socio-professionnelle telle que être à moto ne serait pas bien, là, avoir une voiture sera une priorité. Mais évidemment, pour pouvoir l'avoir, je ne crois pas que ce soit sur la base du seul salaire et sur 3 mois ou un an d'épargne qu'on puisse s'offrir une voiture. Dans ce cas, il va falloir, comme je l'avais déjà mentionné, s'adresser à une banque. Mais si votre revenu ne permet pas d'aller dans cette direction, le mieux, c'est de se contenter d'un moyen de déplacement plus économique, moins gourmand, pour pouvoir faire face aux autres charges. Voilà, je me tourne vers vous, monsieur le gestionnaire économiste, monsieur Damien D'Almeida. La question suivante, quand on préparait cette émission, nous avons fait quelques recherches et nous avons eu accès à une grille salariale où le plus haut fonctionnaire du Bénin gagne actuellement 407 198 francs CFA, ça c'est la catégorie A1-12, contre 31 323 francs CFA de la catégorie E1-1. C'est la plus basse de la classification des agents de l'État. Et un agent qui est titulaire, par exemple, d'une maîtrise, gagne 227 000 francs, 91 francs CFA, après 13 bonnes années de travail continu. Ces chiffres ne tiennent pas compte des agents qui travaillent dans les offices d'État. Monsieur Damien D'Almeida, de par votre position d'économiste, est-ce que l'État peut avoir un rôle d'accompagnement de ces travailleurs? L'État peut accompagner ces travailleurs. Pour ce qui concerne, vous avez parlé des cadres dont le montant est à 400 et combien? 407 198 francs CFA. Oui. De toutes les façons, il faut avoir un pouvoir d'achat qui peut permettre donc de faire face aux dépenses. Si l'employé ne dispose pas donc de moyens pour faire face à ces dépenses, l'État peut intervenir, il peut apporter donc des moyens. Et tout à l'heure, on parlait de questions d'identification, c'est que bon, tout tourne autour de questions de priorité. Je peux disposer d'un revenu très très bas et pouvoir donc réaliser.
tout ne suffit pas de gagner 400 et quelques mille francs en tant que cadre. Les cadres moyens peuvent réaliser, n'est-ce pas, donc plus que les hauts cadres. Donc l'État peut toujours accompagner. L'État peut toujours accompagner, c'est-à-dire apporter donc des moyens pour subvenir quand même aux besoins de ceux-là. Oui, mais un cadre moyen peut réaliser plus qu'un cadre supérieur. Est-ce que pourquoi vous pas pouvez décliner oui, un c'est peu une cette question, aux téléspectateurs qui vous oui, regardent? on peut être toujours plus rationnel. Vous savez, on a toujours vu dans ce pays des cadres moyens réaliser plus que... Quand on est gaspilleur, on est dépensier, c'est-à-dire on vit au-dessus, n'est-ce pas, donc de ces moyens. On veut toujours acheter de belles caisses, on veut toujours réaliser des choses, on veut emprunter de l'argent. De toutes les façons, dans le langage courant, celui qui emprunte doit toujours rembourser. Ça, c'est clair. Et vous payez aussi donc des intérêts. Donc il faut se contenter d'abord du peu qu'on a, c'est ça. Donc comme on parlait tout à l'heure, le salaire, c'est le revenu. Il y a une partie qui est consommée. Il y a une partie qui est renoncée à la consommation immédiate. C'est ça qu'on appelle donc l'épargne. Et l'épargne se transforme, n'est-ce pas, donc en investissement. Donc si vous vous contentez de votre épargne et que l'épargne est inférieure à ce que vous voulez investir, vous pouvez faire recours, n'est-ce pas, donc à une institution financière qui peut vous mettre les moyens de financement, enfin, les moyens, les revenus pour subvenir, n'est-ce pas, donc vous faites donc à ces financements-là. Mais je pense que c'est une question de priorité. Mais contentons d'abord de ce que l'on a. Je pense que c'est mieux que de faire recours à une institution financière. Parce que vous allez payer toujours des intérêts. Et avec les taux d'intérêt, bon, certains n'arrivent même pas à faire face à, n'est-ce pas, donc, ces paiements. Et finalement, là, donc, c'est le chaos. Donc, moi, je pense finalement que c'est une question de priorité d'abord. Et il faut se contenter du peu que l'on a, de gérer de façon efficiente, efficace, donc son revenu. Donc, il n'est pas question d'aller emprunter de l'argent comme vous le disiez tout à l'heure aussi. Bon, l'État peut subvenir aussi à ses besoins. L'État peut accompagner. Bon, de quelle façon? Bon, si c'est des primes ou des subventions, des primes ou subventions, pourquoi pas? L'État peut accompagner. Et ça dépend aussi de quel secteur vous êtes. Dans quel secteur, bon, les activités que vous menez, l'État peut toutefois donc accompagner. Et d'ailleurs, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. L'État peut accompagner. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez parlé tout à l'heure des taux d'intérêt que les banques prennent auprès de leur clientèle. Est-ce que vous avez quelques chiffres par rapport aux taux d'intérêt? Bon, les taux d'intérêt varient d'une banque à une autre. Ça varie aussi donc de la demande. Et plus la demande est forte, puisque la banque est là pour satisfaire donc la clientèle, on peut toutefois donc augmenter le taux. Donc on parle de 12%. 12%, d'autres parlent de 8%. 11,5%. Ça dépend de la banque à laquelle vous adressez. Voilà. Je reviens à vous, M. Maurice Podanho. Selon vous, qu'est-ce que l'État peut faire pour accompagner ses fonctionnaires? Et le secteur qui a été le mien, l'enseignement, ne connaît pas d'accompagnement de l'État par rapport au salaire. Vous avez votre salaire et vous réglez vos problèmes avec ce salaire-là. C'est tout. On n'a rien d'autre dans l'enseignement à part le salaire. Et ce que je crois que l'État peut faire, c'est la politique qui est actuellement en cours. Laquelle? En matière de logement. En matière de logement, l'État est en train de construire actuellement plus de 20 000 logements. À Rouedo, où moi je suis, il y a 11 000 logements qui sont en construction. Et je crois que si ces logements-là venaient à être achevés, il serait intéressant pour les jeunes fonctionnaires, les jeunes travailleurs, de s'y intéresser. Parce que ce qui fait la préoccupation de tout travailleur dans le monde entier, c'est d'avoir un logement décent. Et ce n'est pas facile d'épargner tout seul pour pouvoir y parvenir, pour pouvoir acquérir ce logement-là. Par contre, si l'État construit beaucoup d'habitations économiques,
comme c'est le cas dans beaucoup de pays, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Eh bien, et même en France, on peut facilement accéder au logement à partir de cette politique de l'État. Eh bien, ça va être fantastique. Parce que ce qui vraiment empêche les gens de vivre au Bénin ici, c'est l'envie d'avoir un logement et qui prime surtout pour beaucoup de travailleurs, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé. Et donc moi, ce que je vois que l'État peut faire et qui puisse concerner vraiment tout le monde, qu'on soit du public ou du privé, c'est de mettre à la disposition des travailleurs du monde salarié des logements. Ce serait déjà ça, parce que ça va être à un coût juste, ça va être à un coût juste, et ce qui est bien dedans, c'est que lorsque vous vous y engagez selon votre revenu, parce qu'il y a des logements F2, F3, F4, ceux qui veulent les duplex, etc., c'est selon le revenu de chacun, et bien lorsque vous vous y engagez très tôt, au bout de 5 ans de remboursement, vous n'allez même plus sentir que vous êtes en train de rembourser quelque chose, puisque avec le temps, votre revenu ne cessera d'augmenter au rythme prévu, et à un moment donné, vous ne vous rendez même plus compte que vous êtes en train de rembourser quelque chose. Et surtout, c'est que le jour où le projet aboutit, vous commencez par jouir de ce logement-là, et donc ce que vous réserviez pour payer le loyer bascule dans le remboursement de ce qui va devenir votre propriété. Et donc voilà ce que je pense que l'État pourrait faire. Il nous reste 5 minutes pour terminer cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs que M. Maurice Ponanjo a été ancien directeur départemental des enseignements secondaires de la formation technique et professionnelle de l'Atlantique. Et à ce titre, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à l'adresse des téléspectateurs qui vous regardent? Bien sûr. Et je vais peut-être me répéter. Les conseils que je vais prodiguer sont les suivants. Première chose, dès le premier salaire, avoir à l'esprit qu'il faut épargner et éviter le gaspillage. Deuxième chose, avoir à l'esprit que si on épargne, c'est pour réaliser un certain nombre de projets. Et ça, ces projets-là, chacun va se les définir. Et pour pouvoir réaliser correctement ces projets, il faut planifier. Je commence par quoi? Qu'est-ce qui est pour moi primordial? Et c'est ainsi qu'on pourrait petit à petit se réaliser et s'épanouir tout en étant un simple salarié. Merci beaucoup. Vous avez quelques conseils à prodiguer? Bon, si je dois aller peut-être dans le même sens que mon prédécesseur, il faut dire quand même qu'en toute chose, c'est une question de priorité. Une question de priorité. Demander, n'est-ce pas, donc, aux spectateurs qu'il ne faut jamais vivre au-dessus, n'est-ce pas, donc, de ses moyens. Bon, même au-delà de la vie, que son salaire, donc, permet, n'est-ce pas, donc, de faire face. Donc, on doit épargner au moins, si on peut le dire, 1/10, n'est-ce pas, donc, de ce salaire pour pouvoir survenir, n'est-ce pas, donc, aux besoins futurs. Donc, on ne doit pas tout dépenser, on doit être beaucoup plus rationnel, puisque demain est proche, il faut toujours préparer donc l'avenir, donc il faut économiser. Votre mot de la fin, vous avez 1 minute, puisqu'on me fait signe qu'il reste 2 minutes. D'accord, alors, donc, comme mot de fin, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas facile pour le salarié de boucler les fins du mois. Ce n'est pas facile parce que en contexte béninois, on a beaucoup de sollicitations. Tout à fait. Les décès, il faut faire des cotisations. Parfois, vous avez des frères ou des parents, des neveux, des nièces qui vous sollicitent. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Mais si on doit répondre à ce genre de sollicitations, c'est peut-être en royant un peu dans son épargne, mais les objectifs qu'on se serait fixés doivent nous préoccuper pour que
on ne s'en écarte pas. Merci beaucoup, Monsieur Maurice Ponako. Votre mot de la fin de cette émission. Oui, demander aux salariés de déterminer, disons, un train de vie que le salaire peut toujours donc satisfaire. J'en ai fini. Voilà, ce magazine se referme à présent. Il importe de mentionner que les fonctionnaires sont appelés à faire une gestion rationnelle de leur salaire. Au même moment, l'État doit jouer pleinement son rôle d'accompagnement. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et bonsoir chez vous.